Salut chère auditrice, je suis Chanel Mentier, tu écoutes Balance ta pépite, le podcast qui kick les stéréotypes. Parce que s'il y a bien un truc qui sature mon espace mental, c'est les dictates qui nous tombent dessus chaque été. C'est bien simple, hein, j'ai l'impression d'être mon iPhone qui n'arrête pas de m'envoyer des fucking notifications pour me prévenir avec une rare gravité que mon cloud est saturé et que si je perds mon iPhone, je perds toute trace de vie sur cette terre et que l'unique façon de me sauver, c'est de prendre l'abonnement à 9,99€ par mois pour 2 Tera de stockage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on me donne un ordre, je fais l'inverse. Et donc, j'ai décidé un dimanche après-midi de me lancer dans le fameux tri de la pellicule. Ouais, c'est aussi deep que tu l'imagines. Déjà, tu commences par la base, tu supprimes tous les doublons, toutes les captures d'écran que t'as fait en voulant verrouiller ton téléphone, toutes les recettes aussi que t'as jamais faites. Mais c'est pas assez. Tu supprimes tes selfies, tes photos de café, tes outfits, mais ce n'est pas assez. Alors tu te mets à scroller dans ton passé et c'est là que ça prend un sacré tournant. Il faut savoir que j'ai plus de 10 ans de photos dans ce petit nuage à 2,99€ par mois, les 200 Go de stockage. Et le pire, c'est que pour me trigger, j'ai juste à remonter 2 ans en arrière avant de faire le fameux Roaccutane. Des boutons, telle une guirlande de Noël qui commence à l'oreille droite et qui passe par le menton pour finir par l'oreille gauche. À cette époque, j'ai dû changer 6 fois de pilule, j'ai essayé toutes les crèmes possibles imaginables, les stop boutons, triple protection, les gels au bambou, les trucs asséchants, toutes les gammes, les marques, les nouveautés. À ce moment-là, ma skincare, c'est clairement devenu mon obsession. Puis fatiguée de tous ces échecs, j'ai finalement pris rendez-vous chez la dermato qui m'a prescrit 1 an d'Edouard Cullen, c'est-à-dire à l'image du vampire le plus connu des années 2000. Je ne pouvais pas rentrer en contact avec un rayon de soleil sans risquer de me transformer en brochette de kefta sur un brasero. Dans l'idéal de la projection que j'ai de moi-même, j'aimerais être cette meuf qui assume totalement ses imperfections, qui met avec fierté des patchs à boutons rosa paillettes en forme d'étoile. Mais clairement, je suis pas cette meuf. Et puis maintenant que j'ai la peau si lisse, en fait, c'est super facile de sortir sans make-up. C'est donc boosté au paradoxe que je partage aujourd'hui mon micro avec Laurie Mias, la fondatrice de la marque de cosmétiques Mono Skincare. Bonjour Laurie. Salut Chanel. Tu es donc une entrepreneuse qui œuvre pour une skincare plus responsable. Avec Mono Skincare, tu proposes des produits avec moins d'emballage, des compositions naturelles, une routine plutôt minimaliste. Ton approche, elle est assez unique et je la trouve vraiment passionnante parce que tu recherches constamment l'innovation. Je suis vraiment ravie que tu partages aujourd'hui ton expertise et ton expérience dans cet épisode. On va donc tenter de comprendre la place qu'a la skincare dans la société, où les réseaux sociaux, la surconsommation et l'envie de mieux et de moins cohabitent. Alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais savoir pourquoi tu as lancé Mono Skincare. Mono, c'est plusieurs choses mis bout à bout. Tout d'abord le fait que mes parents ont eu des parfumeries toute leur vie, donc je savais depuis longtemps que les soins pour le visage c'était 80% d'eau en moyenne. Ensuite, 30 ans plus tard, j'ai monté des hôtels bien-être éco-responsables. Ouais. Et puis j'ai commencé de nouveau à me réinterroger en tout cas sur cette surconsommation autour du soin pour le visage. Et puis quand il a fallu choisir des partenaires pour le spa et que je regardais les listes Tinky au dos, ça me semblait très familier. C'est quoi des listes Tinky ? C'est les listes des ingrédients au dos des cosmétos. Ouais. Et je me disais, c'est quand même très ressemblant à ce que mes parents vendaient dans les années 80. Ça a quand même peu évolué en 30 ans. Voilà, tout ça mis bout à bout, plus le fait que j'habite en Asie. En Asie, il y a énormément de déchets plastiques, notamment sur les plages. Parce qu'il n'y a pas des camions qui viennent tous les matins ramasser, malheureusement, comme on peut avoir en mer Méditerranée. Je commence à m'interroger, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, plus intelligemment, comment faire pour enlever toute cette eau, arrêter d'envoyer de l'eau dans le monde entier, puisqu'en fait, Aqua, c'est juste de l'eau sans filtre, sans bactéries, pardon. Ça peut être de l'eau filtrée, ça peut être de l'eau minérale, ça peut être de l'eau bouillie. Je me suis dit, et si, on faisait un comprimé des ingrédients actifs. Au début, j'avais imaginé une poudre, et puis finalement, de fil en aiguille, je suis tombée sur le format du comprimé. Ouais. Et j'ai contacté plus de 200 labos à l'époque pour trouver un labo qui veuille bien essayer. Je voulais pas faire de compromis sur la naturalité parce que pareil, soit c'est naturel, soit ça l'est pas. Pour moi, dans la nature, il n'y a pas des plantes 90% naturelles. Voilà. Bien sûr. Donc, et je voulais donc quelque chose de 100% naturel. Déjà, ça éliminait pas mal de labos et puis de la R&D qui avait jamais été faite auparavant. Donc, le peu de labos qui m'ont répondu m'ont demandé si je bossais pour les grands groupes. J'ai dit non. Ils m'ont dit, passe ton chemin. Mais non, t'as continué avec beaucoup de courage. Ok. Et donc j'ai trouvé un labo en Belgique qui a bien voulu essayer en tout cas. Et donc 4 ans plus tard, on avait des formules solides à la base, donc hyper actives, hyper concentrées. Ça permet aussi d'avoir moins de conservateurs parce que le fait de les garder secs, les actifs, ça se conserve beaucoup mieux. 6 mois du coup, c'est ça ? Sec, c'est 24 mois. Et une fois dissous, 6 mois. Ouais. Parce qu'on a des conservateurs mais naturels. Oui. Et du coup, ça permet d'avoir des formules beaucoup plus concentrées, beaucoup plus minimalistes, puisque moins de conservateurs.
Et d'une part, de mettre fin au plastique à usage unique et au transport de l'eau. Okay. Et l'eau, c'est 4 camions sur 5 en moyenne dans l'industrie de la beauté qui transportent que de l'eau. Donc si on enlève l'eau, on enlève 4 camions sur la route. Ouais. Donc, donc en effet, c'est un très très beau pari. Ouais. Ta marque repose sur une idée qui est assez forte, l'idée que la peau, elle est intelligente. Donc tu en as parlé, tous les produits naturels, etc. Que la peau, elle est censée savoir se réguler, se réparer, se protéger. Et ça veut dire quoi vraiment là, une peau intelligente ? Alors, moi, je crois beaucoup à l'harmonie, en fait, à la nature, que voilà, tout a une raison d'être à tel endroit. Enfin, c'est bien pensé. Ouais. On n'a pas besoin de réinventer en fait notre système et la façon dont on est conçu. Voire en essayant de réinventer, on détériore parce que il y a des chemins qui sont déjà préétablis et nous on vient casser ces chemins. Donc que ce soit au niveau des neurones, au niveau de la peau, au niveau du sang. Enfin, dès qu'on commence à injecter des choses, on perturbe un peu tout cet écosystème. Et donc, au contraire, je pense qu'il faut justement apprendre à faire confiance à sa peau, apprendre à l'écouter et justement lui donner en fait plus des outils pour l'accompagner. Mais par exemple, si on parle du microbiote cutané, 99% de nos bactéries, elles sont saines. Donc pendant longtemps, c'était la mode, il faut décaper à tout prix, il faut vite se débarrasser. Je suis la première à l'avoir fait, justement avec cette histoire de boutons. Et en fait, on s'aperçoit avec la science que c'est tout l'inverse. Donc même si ça peut paraître paradoxal, exactement ce que tu dis. Mais tu dis, tu as des boutons, il faut décaper, En fait, justement, il faut accompagner, il faut nourrir les bonnes bactéries qui, du coup, vont être beaucoup plus fortes pour détruire les mauvaises. Donc ça, c'est une petite gymnastique, une façon de penser, en fait, qui dit, il faut juste accompagner. Et aussi, je crois beaucoup à la beauté holistique. Et souvent, la peau, elle reflète notre microbiote intestinal. Donc, ce qu'on a mangé, ou si on a un foie ou des intestins qui ne sont pas à leur niveau de fonctionnement optimal, ça va se refléter au niveau de la peau, que ce soit de l'eczéma, de l'acné, du psoriasis. Ça part souvent de l'intérieur. Et donc voilà, mon approche, c'est vrai, de la beauté, c'est... Bien sûr, on peut avoir des très très bons actifs qu'on peut mettre sur le visage qui vont aider. On va apporter aussi des cosmétos au pH de 5 pour respecter le pH cutané qui va permettre à la peau de bien fonctionner et d'être plus résiliente, plus forte, plus épaisse, moins perméable. Donc tout ça, on va vraiment très bien accompagner. Mais si à la base on ne prend pas soin de son alimentation, si on ne dort pas bien, si on génère beaucoup de stress qui peut être soit les stress oxydatifs, la pollution de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, ça va aussi se refléter sur la peau. On peut faire ce qu'on veut, si à l'intérieur ça ne va pas, ça... Honnêtement, ce ne sera pas périn. Voilà, pour moi, c'est vrai que... Et donc, si on est un peu sincère, honnête dans toute cette démarche beauté, skincare, il faudrait commencer par la médecine, par la nutrition. Voilà. Mais c'est complètement un contre-courant du coup de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de publicité autour de la cosmétique. En règle générale, c'est plutôt des gros zooms sur les peaux, on voit les pores, les boutons noirs et les boutons d'acné, que ça dans le métro. Il faut contrôler, il faut lisser, il faut dompter, il ne faut surtout pas avoir les boutons, il ne faut surtout pas avoir les rides. Exactement. Et du coup, tu trouves que ta démarche, c'est une réponse à ça, à ce marketing un peu anxiogène en fait qu'on a un peu quelque part parce qu'en fait, nous c'est vraiment less is more et les routines hyper compliquées à 12 étapes, 15 étapes, comme on voit beaucoup en Asie aussi. Oui, c'est la skincare coréenne, c'est 10 je crois, 2 fois par jour. En fait, je crois qu'inconsciemment, c'est aussi un peu une réponse à ma vie, entre guillemets, parce que ma sœur et moi, toute notre vie, on a eu beaucoup de produits parce que du coup, ma mère, elle revenait avec j'ai cette marque. Tu testes. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait vertigineux parce qu'on ne savait plus où donner de la tête. Il y avait des nouveaux ingrédients, il y avait des nouveaux outils. Après, il y a eu les LED, après, il y a eu des trucs pour les yeux, pour le cou. Donc, on était là, waouh. Au début, on testait tout. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, on ne pourra jamais être parfaite selon le diktat, puisqu'il y en a trop, en fait. Et après, il y avait les parfums, après, il y avait tout ce qui était maquillage, donc ça devenait assez vertigineux et ça a escaladé, je pense, vraiment dans les années 90. Et il y a eu un engouement. Justement, avec ce marketing de masse qui s'est développé aussi à ce moment-là. Ouais. Et après, c'est vrai que les tendances, les marques, en fait, elles créent des tendances que les consommateurs ils veulent suivre. Mais du coup, c'est un peu comme la mode. Du coup, bien sûr, pour vendre davantage et des nouveautés,
il faut tous les 6 mois réinventer, donc c'est toujours un nouvel ingrédient qui est encore plus puissant, plus antioxydant que l'ancien. Et puis, je sais pas, des modes, voilà, la glass skin, et puis après c'est no make-up, et après, je sais plus. C'est ça, oui, tout à fait, il y a toujours ça rebondit en permanence. Voilà. Bon, c'est encore jamais à la mode l'acné, j'avoue. C'est vrai. C'est encore jamais à la mode l'eczéma, le psoriasis léger, mais... Enfin, voilà, on arrive quand même à retrouver en permanence des nouvelles modes de peau. Et donc Mono, oui, à partir du moment où on dit qu'on est quelque chose de très naturel, on essaie d'être un peu à contre-courant de ça, mais sans vraiment être à contre-courant, mais juste dire vivre en harmonie avec qui on est, avec ce à quoi notre peau ressemble, et pas essayer de se mentir et de s'inventer, enfin de se réinventer une nouvelle peau. Vous avez combien de produits dans la routine que vous proposez ? On a 6 produits visage actuellement. Mais qui sont proposés, par exemple, tu peux mettre la crème, tu peux mettre ceci, mais c'est pas ensemble. Oui, non, je dis toujours, la base, c'est le démaquillage. Donc en fait, moi, si j'ai un produit à vous conseiller, c'est un savon au pH 5 qui va pas endommager votre barrière cutanée et qui en plus a de l'inuline, donc qui va venir hydrater. Après, si vous avez le temps, si vous avez envie, vous pouvez bien évidemment rajouter un gommage, une lotion tonique équilibrant le pH, un sérum, une lotion hydratante avec différents actifs, antioxydants. Mais il n'y a pas un besoin de... C'est pas composé, comme par exemple Clinique, je sais qu'il fait l'étape 1, 2, 3, 4, et si tu n'achètes pas le global, ça marche pas, quoi. Non, chaque produit peut être utilisé différemment. Bien évidemment, si on a le temps, si on a envie, si on a le budget, si on utilise toute la gamme, c'est encore mieux. Oui. Mais il n'y a pas d'injonction il faut utiliser tout pour que ça marche, quoi. Non. Ok. Pendant les recherches de l'épisode, je me suis rappelée plutôt de Jennifer Padjemi qui disait dans son essai Selfie, qui explique que du coup le corps c'est un outil capitaliste comme les autres dans notre société et que ce qui est vendu c'est pas la crème mais l'idée d'accéder à quelque chose qui nous dépasse. Donc de ressembler à l'influenceuse et du coup intrinsèquement à la vie qu'elle mène et être entourée de gens beaux dans des endroits fabuleux, etc. Est-ce que tu penses toi que c'est possible de vendre un soin maintenant sans vendre du coup et nourrir le fantasme et le rêve qu'il y a autour? Je pense surtout au Get Ready With Me ou au vlog où à l'intérieur on vient ajouter les produits skincare et je suis la première à le faire et à le consommer, donc c'est pas du tout une attaque. Malgré soi, c'est vrai que si tu veux, les gens quand ils sont sur les réseaux, ils déposent un peu leur cerveau. Et en fait, pour qu'il y ait un effet stop scrolling, pour qu'il y ait quelque chose qui te parle encore plus que tout le reste de tout ce que tu as vu. Donc c'est vrai que pour essayer de te démarquer, souvent c'est la belle nana, comme c'était à l'époque, je te dis, moi les pubs Dior, Guerlain, Chanel, tout ça que ma mère elle avait dans les parfumeries, j'étais comme ça, elle est trop belle la dame, parce que voilà, c'était les plus belles, tu vois, c'est toujours waouh. C'est vrai que nous on a envie de dire, notre produit il est accessible en fait, et il est pour tout le monde, et il est pour tout type de peau, et voilà, il n'est pas juste pour la super belle nana qui a la peau parfaite. C'est vrai que c'est des stéréotypes que j'aimerais déconstruire. Malheureusement, c'est une industrie qui est vraiment, vraiment basée sur beaucoup de stéréotypes. Donc tu ne peux pas arriver non plus avec... En cassant tout, c'est trop déstabilisant. Déjà, on casse pas mal de choses. Oui, tout à fait. La façon dont... Voilà, le fait qu'on... Tu vois, notre plus gros challenge, c'est de dire, vous devez attendre 48 heures. Waouh, déjà... Tu vois, et ça s'arrête là, quoi. C'est le seul compromis et ça sera le dernier parce qu'en fait, une toute petite marque comme nous, pour tout déconstruire, il faut que tu sois 100 fois meilleur que tout le reste. Donc, et puis en face, tu te bats contre L'Oréal qui est énorme. Quoi. Donc, et qui a les plus belles égéries. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais bien, dans cette démarche avec Mono, aussi dire... vous avez tout ce qu'il vous faut en fait et votre peau, comme on disait au début, elle est là, elle respire, elle a une mémoire, elle est intelligente, elle vous appartient, elle a son propre ADN. N'essayez pas de la contrôler, de la dompter, de la lisser. Voilà, si on veut vraiment avoir une belle peau, une peau saine, il faut lui faire confiance. Pour parler des stéréotypes, on essaie, c'est vrai, de déconstruire ça. Après, je veux dire, c'est un peu aussi le... Comment dire, la beauté, c'est ce qui définit, ça c'est la promesse de la jeunesse éternelle, donc on ne peut pas aller contre tout. C'est vrai. Mais voilà, nous on essaie de dire, on est là pour accompagner intelligemment, rester glamour parce que ça reste un achat instantané et vraiment basé sur la désirabilité.
Et puis voilà, il faut aussi que la cliente l'utilise. Si elle le voit juste comme un traitement, comme un protocole, elle va le faire quelques temps. Oui, puis après elle va laisser tomber, elle va passer à autre chose. Donc c'est pas l'idée. Donc voilà, essayer de concilier tout ça. D'arriver avec ce mindset, est-ce que ça a un impact sur la création de toutes ces formules, etc. Quand on innove, quand on fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, tu dois tester énormément de choses. Et tu veux pas faire de compromis par rapport à ce que le marché a l'habitude d'avoir. Donc tu veux faire quelque chose qui est 100 fois mieux, mais presque sans qu'ils s'en aperçoivent. Enfin, pour le consommateur final, ça doit pas transparaître. Donc en fait, au niveau de la texture notamment, ça doit pas transparaître. Donc au niveau de la sensorialité, peu importe le fait que ça ne sert à rien un émulsifiant au niveau de la science de la peau, le consommateur final, ça fait 50 ans qu'on lui a vendu de la texture, il veut de la texture. Donc c'est ça qui est dur dans l'innovation, c'est de répondre à tout ce qui est déjà en place, mais en plus de venir avec quelque chose de drastiquement différent. Mais sans que ça réduise à aucun moment, pour moi, la naturalité, l'efficacité et la sensorialité. Donc c'était ça qui était dur, c'est qu'à chaque fois, et alors au cours de ces 4 ans de R&D, à un moment donné, par exemple, on avait des formules ultra puissantes et du coup qui tiraient vachement la peau parce qu'il y avait trop d'actifs. Donc en fait, il fallait en mettre très peu, mais pareil, le consommateur il est habitué à en mettre beaucoup. Donc, et je voulais pas faire non plus un truc où on dise on enlève tous les actifs alors qu'on peut faire un truc beaucoup plus efficace. Donc tu dis alors il faut communiquer. Après pareil, on a rajouté du texturant, mais ça prenait beaucoup de place, donc on avait beaucoup réduit l'activité. Et on restait au-dessus de toutes les marques qu'on avait testées. On a testé plus de 500 produits, mais je savais qu'on pouvait faire mieux, donc ça m'embêtait. Donc on a continué la R&D pour trouver un texturant qui prenne moins de place. Donc voilà, c'est à chaque fois en fait tu te dis est-ce que ma ligne de conduite, est-ce que je déroge un peu ou est-ce que je reste vraiment bien alignée avec ma ligne de conduite de départ, l'efficacité, la naturalité et la durabilité. Du coup, toi, tu as réussi à rester aligné avec ce que tu voulais. Et c'est pas facile tout le temps. C'est pas du tout facile, c'est ça qui est difficile dans l'innovation, je dirais. Et en parlant de produits innovants, moi, ce qui m'a le plus marqué quand tu m'as présenté la marque, c'est ta brume solaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de comment tu l'as développée? Donc la brume solaire, pareil, si tu vas jusqu'au bout de ton protocole, il faut te protéger contre les effets néfastes du soleil, qu'on connaît tous, mais de manière, encore une fois, intelligente. Aujourd'hui, les filtres SPF, sauf le zinc ou le dioxyde de zinc, sont tous chimiques. Parmi ces filtres chimiques, il y en a énormément qui sont des perturbateurs endocriniens et ou cancérigènes. Pour moi, dans une démarche 100% naturelle, c'était hors de question de faire des filtres chimiques. Donc il me restait le zinc ou le dioxyde de zinc. Ce à quoi le labo me répond, attention, c'est très mauvais pour les fonds marins parce que ça reflète tellement bien le soleil que les coraux, les récifs meurent. Donc ça marche pas non plus avec... Donc ça marche pas avec ta promesse de l'environnement. Et en plus, accessoirement, maintenant il y a des formules un peu plus légères, mais normalement ça te laisse une plaque comme ça blanche. Donc personne n'est content. Ça marchait pas. Non. Si tu veux, il y a un truc super innovant, mais c'est encore hyper touchy. Ça s'appelle la photoprotection biologique dynamique. Tu vas en fait renforcer les mécanismes de protection de défense au niveau de la cellule, donc au niveau presque de l'intérieur si tu veux, avec des actifs ultra antioxydants et anti-inflammatoires, des adaptogènes qui vont en fait créer une espèce de bouclier au niveau cellulaire qui va être donc instantanément anti-inflammatoire, donc il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de brûlure. C'est des actifs qui sont ultra puissants, qui coûtent plus de 1 000 € le kilo. Donc tu n'es pas sur une R&D peu chère. Il y a peut-être quelque chose à essayer dans ce sens-là. Moi j'ai dit ok, allons-y, on est là pour essayer. De toute façon, on est là pour créer des choses. Et puis je dis mais moi je connais Esthederm, ça ressemble un peu, non? Ils m'ont dit oui, en effet, c'est exactement ça. Mais c'est les seuls que je connaissais qui travaillaient la photoprotection biologique et dynamique depuis 40 ans, je crois. Donc voilà, on est parti sur ça. Pendant un petit moment, on avait donc des choses qui fonctionnaient, mais qu'il fallait
mettre au préalable, donc 15 jours ou 3 semaines avant. Et donc, ce qui là devient compliqué, ouais. Donc c'était préparateur. Comme les petites gélules à carotène oui, voilà, c'est exactement le même concept, voilà, exactement. Donc c'était préparateur, mais ça marchait pas si on le mettait instantanément ou le matin avant l'application. Ouais. Donc on a continué. Après, la synergie des ingrédients, des complexes brevetés, je sais plus combien d'allers-retours en R&D. Ouais. Et enfin, voilà, quelque chose qui protège instantanément. C'est vrai que pour l'instant, on a fait des précommandes. On l'a pas encore sorti officiellement. Ah, d'accord, ok. Parce qu'en fait, au niveau de la communication, tu t'aperçois que le marché, il est vraiment pas prêt. Okay. Donc on a dit, ok, on n'est pas... En fait, c'est marrant parce que les pharmaciens sont super intéressés. Ouais. Ils nous ont dit, ah, c'est génial, j'adore et tout. Le marché, je pense qu'on n'a pas fait on a assez bon travail de com. Ouais. Il se pose de pédagogie en fait. C'est très difficile de bousculer surtout le que solaire, là, il y a tout on arrive avec quelque chose qui est sans filtre, qui va protéger différemment. Puis le SPF, je trouve, c'est quelque chose qui commence seulement à devenir central dans la communication en règle générale sur la skincare, où j'ai l'impression que ça fait 1 an que toutes les influenceuses disent, et surtout, n'oubliez pas de mettre votre crème solaire SPF avant de sortir tous les jours, même quand il fait pas beau. Donc là, c'est un cheval de bataille un peu trop gros, tôt, je pense, et un peu trop tôt. Ouais. C'est dommage parce que la science elle est là, réglementairement, tout est hyper calé. Les tests sont là, mais maintenant je vais passer à l'étape supérieure, donc ça coûte ultra cher parce qu'en fait, il faut accepter que les gens veulent bien se faire un petit peu brûler la peau quand même. D'accord. Donc c'est pas peu cher. Et au début j'avais un problème avec ça. C'est quoi le prochain test du coup que tu... Donc c'est un bras avec pas protégé, un bras protégé. Ça donne quoi sous le soleil donc c'est pour ça que ça coûte très cher. Mais je pense que sans ça, je vais avoir du mal à rassurer. Ouais. Parce que encore une fois, on n'est pas L'Oréal, on n'a pas la force pour dire il y a 10 000 personnes qui en même temps vont balancer ce message. Et... Mais c'est pas L'Oréal qui partirait sur quelque chose comme ça. Je pense pas non plus. Donc malheureusement, en effet, c'est des marques comme la tienne qui sont là pour bouger les lignes. Quoi. Ouais, exactement. En fait, moi je me dis, si je fais pas bouger les lignes, je suis une marque random. J'ai tellement vu de marques se monter dans les 50 dernières années avec ma mère et ses parfumeries. Elle avait plus de place pour mettre des nouveautés dans les rayons. Et tout était plus ou moins les mêmes choses. Il y avait des choses plus clean que d'autres, il y avait des choses plus innovantes. Mais en gros, je me dis, aujourd'hui, moi, je ne suis pas une Kim Kardashian. Je n'ai pas. Non. Je suis pas tu n'as pas ta télé-réalité. Donc, j'ai pas cette force de frappe, cette voix, en fait, sur les réseaux. Et donc, mon seul moyen, en fait, je pense, de sortir un peu du jeu, c'est d'arriver avec quelque chose de très innovant. Donc, c'est pour ça que je reste sur l'innovation. Et bon, c'est très facile. Je veux dire, j'aurais pu sortir un SPF 50 très facilement, c'est très peu cher, c'est très stable, mais c'est pas du tout dans mon... Tu as préféré te concentrer sur les autres produits que tu avais et mettre ça un peu de côté. Si jamais je devais sortir, et quand on va, c'est pas si, c'est quand on va ressortir ce produit-là, ça sera bien évidemment toujours 100% naturel, mais disons avec une communication, je pense... au cordeau et des gens qui sont prêts à répondre à tout le monde en disant parce que bon c'est normal, je veux dire c'est normal que les gens disent mais ça marche comment une crème solaire sans SPF, c'est étonnant, c'est déstabilisant, c'est curieux. Je te dis moi ça a attisé ma curiosité tout de suite. Tu veux lire là-dessus, il y a déjà énormément de rapports, il y a un forum là il y a pas longtemps justement sur la photoprotection, ils ont parlé beaucoup justement de la photoprotection au niveau cellulaire, biologique et dynamique parce qu'en fait j'aime bien les États-Unis pour leur solaire parce que c'est le seul produit qui est régulé par la FDA. Ils considèrent ça comme un médicament, alors que le reste, les cosmétiques, c'est très très light la réglementation par rapport à en Union européenne. Alors qu'en Union européenne, le solaire fait partie de la réglementation. C'est pas différent. Aux États-Unis, en 1999, ils ont autorisé plus de 200 filtres chimiques SPF. En 2011, ils les ont tous retirés du marché, 100%. Sur les 200. En 2012, ils ont sorti l'oxybenzone, par exemple, qui ressemble à ça près à ce qui avait été retiré du marché. Mais pour l'instant, c'est autorisé. Du coup, tout le monde l'utilise. Pas qu'aux États-Unis, aussi beaucoup. C'est 90%, je pense, des solaires aussi en Europe. C'est un perturbateur endocrinien, il y a plein de rapports qui le... Mais bon, sous prétexte qu'on l'utilise que 2-3 mois dans l'année, ça passe. Et ça, c'est en France, du coup ? Ouais. Ok.
jusqu'au moment où ça passera plus. Donc si tu veux, bon, oui, c'est toléré par la loi, c'est réglementaire, mais en fait, tu sais bien qu'il y a un problème. Ouais. Donc, et c'est ça aussi, parfois je me dis, ouais, c'est... Ça demande beaucoup aussi pour le consommateur, du coup, de recherche et parce que c'est vrai que, surtout en Europe ou en France, tu te dis tout est très réglementé quand même, bah, bien sûr. Et ça l'est, mais en effet, pas forcément très bien partout. Même, je pense que j'avais fait un épisode sur les règles et que les serviettes hygiéniques, alors je crois que ça a changé, mais c'était la même, ça devait répondre au cahier des charges du papier. Alors que bon, le papier, on ne l'utilise pas de la même façon. Mais tu vois, là, ils ont interdit les phtalates. Il y en a aussi beaucoup dans des solaires en UE. Donc ça, j'espère que ça va faire un peu bouger les lignes. Quand même, des petites marques essaient d'utiliser des filtres toujours chimiques, ça n'existe pas encore une fois, à part le zinc, mais moins dégueulasses. Donc ça, c'est encourageant. Il y a énormément de rapports qui sont dispo en fait en ligne, gratuitement. Donc il suffit juste d'être un peu curieux et de se renseigner. Mais c'est plus facile de regarder Insta et de scroller. Ah bah oui, ça peut faire. Voilà. Du coup, la transition est toute faite parce que je voulais justement aller sur le côté réseau social. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, les réseaux sociaux, c'est un médium central pour les marques. J'ai trouvé un rapport de Cosmed sur l'intelligence économique et stratégique des entreprises cosmétiques, très grand titre, qui dénombrait 138 milliards de vues dans le monde sur les vidéos skincare en 2022 sur TikTok. Wow. Ce qui est énorme. C'est la beauté. Alors, la beauté a baissé sur YouTube, mais a explosé sur TikTok. Et parce qu'on retrouve beaucoup, comme je disais tout à l'heure, de Get Ready With Me, de vlogs dans lesquels on glamourise, on romantise la vie des créatrices. Et du coup, la skincare devient une performance et le grain de peau devient limite un statut social. Quand paradoxalement, la skincare, c'est censé être un peu un moment pour soi, quelque chose d'intime. Et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus, savoir si on peut encore parler de self-care quand on est autant tourné vers le regard des autres. Je pense que oui, à partir du moment où on est dans une démarche holistique. Donc, tu vas essayer de prendre conscience que y a autre chose en fait que ça. Si t'es dans cet engouement et t'as du mal en fait à t'arrêter, parce qu'il y a toujours un nouveau truc, il y a toujours une nouvelle tendance, il y a toujours une nana qui est plus jolie que toi, qui est plus mince, qui est plus jeune, qui a la peau plus lisse, comme tu disais. Et à l'époque, tu vois, si tu regardes par exemple, je sais pas, les tendances des années 1900, il fallait être blanc. Tu vois. Donc les gens ils prenaient des médicaments, ils prenaient des trucs et tout pour être blanc. Après ils ont dit en fait c'est pas bon ce que vous prenez, le soleil c'est bon. Donc après ils ont fait des solariums et il fallait s'exposer. Les solariums c'est quand on a les trucs comme ça. Oui, ça c'était. Je crois que la première c'était Coco Chanel qui a dit non mais moi l'ombrelle je m'en fous. J'aime bien. Ça c'est le truc avec de l'aluminium genre. L'enfer. J'aime bien avoir un peu de le teint allé et tout. Je trouve que ça me fait bonne mine. Et après du coup les gens ils ont dit ah ouais mais si Coco Chanel elle le fait moi aussi. Donc, je crois que c'est Vogue qui a fait un truc sur c'est à la mode de bronzer. Et voilà enfin tu vois que c'est tout le temps des tendances en fait c'est sans fin. C'est comme si tu veux suivre toutes les tendances de la mode. À moins que tu changes ta garde-robe tous les 3 mois mais voilà. Donc c'est un peu la même démarche en fait avec la skincare, c'est se dire moi je trouve que ça me convient de me laver le visage tous les jours et d'être en fait l'important c'est vraiment d'être discipliné encore une fois, tu vois, de faire moins mais un peu tout le temps et en pleine conscience. De toute façon ça a été prouvé, la pleine conscience c'est une des meilleures choses à faire pour avoir plus de télomérase, c'est l'enzyme qui vient nourrir les télomères, qui vient faire que nos chromosomes ils sont plus longs et du coup ils se répliquent le mieux possible. Donc en fait c'est ça la base de l'anti-âge, c'est vraiment notre ADN et ralentir le plus possible les mutations de l'ADN. Donc on parle de peau, de n'importe quel organe en fait du corps. Donc voilà, faire des choses en pleine conscience. J'aurais dû commencer par ça, même au-delà de la nutrition pour le ralentissement des cellules. C'est la base. Donc à partir de là, oui, par exemple se masser en pleine conscience ou je sais pas, même faire du yoga. Quand on fait un down dog, on se rend pas compte, mais on est en train de ralentir le vieillissement de nos cellules. Ouais, voilà. Ça c'est un bel objectif. C'est vrai que c'est pas facile, mais comme lancer Mono Skincare avec toutes ces innovations, c'est pas facile. Je te remercie beaucoup, Laurie, d'avoir partagé ton expérience et ton expertise sur ce sujet qui est aussi passionnant que la skincare. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les innovations ? Où est-ce qu'on peut te suivre ?
Alors sur notre site monoskincare.com, à Paris, quelques pharmacies dont la grande pharmacie Forum des Halles. Ok, trop bien. On est super bien représentés avec Suzelle, quelques jours par mois, qui explique super bien la marque. La French Beauty, quelques centres yoga, pilates, notamment Loulou Club. Enfin, voilà, il y en a une quinzaine. Et tout ça, toutes ces références, on peut les retrouver sur ton site et sur Instagram aussi? Ouais. Ok, trop bien, je remettrai tout ça dans la barre de description. Merci beaucoup à Mensa, un coffee shop dans le 10e, de nous recevoir dans ce coffee shop qui est vraiment très très beau. Le café est très bon, ça c'était délicieux. Si tu as aimé l'épisode, pense à t'abonner, à liker, c'est hyper important pour le référencement. Bisous.